Bonjour à tous. On va commencer du coup. A priori, je pense qu'il n'y aura plus trop de personnes qui vont arriver. Très bien. Merci d'être là. Merci d'assister à notre atelier. Donc on va vous faire une présentation sur l'impact prospectif de la pollution de l'air en assurance de personnes. Je m'appelle Yann QF, je suis manager chez OptiMind et j'assiste Monsieur Baptiste Allaire, également consultant chez OptiMind, et Monsieur Paul Garat, courtier en réassurance vie chez E.ON. Hop là. Donc, comme vous pouvez le voir, notre présentation s'articule autour de 6 sections, y compris la conclusion. On va commencer par une rapide mise en contexte sur l'assurance, le changement climatique et la pollution de l'air. Ensuite, je laisserai la parole à Baptiste qui vous présentera la partie technique. Ensuite, Paul présentera un cas illustratif en réassurance vie et nous présenterons les conclusions de notre étude. Donc on va commencer par un rapide contexte sur l'assurance et le changement climatique. Ici, on a repris les dernières grandes publications qui parlent de tout ça. Donc, on a les publications de l'IAIS sur le climat et tout ce qui va avec. On a les publications de la Commission européenne avec le règlement délégué. On a l'EIOPA avec la prise en compte du changement climatique dans l'ORSA. Et ce qui va nous intéresser un petit peu plus pour la suite de notre présentation, les exercices climatiques de la CPR en 2020 et 2023 qui ont exposé des scénarios sur l'assurance de personnes, avec notamment la prise en compte de la pollution. Donc du coup, si on se focalise un petit peu plus sur la partie assurance de personnes et sur ce qu'ont dit la CPR lors des 2 exercices climatiques, on voit qu'il y a 3 grands périls qui se détachent pour ce bloc-là en assurance de personnes. Donc, il y a les pandémies avec l'essor des maladies vectorielles. On a les conséquences des vagues de chaleur, donc des canicules sur la mortalité. Et le dernier point, donc celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'impact de la pollution atmosphérique en assurance de personnes, encore une fois, pour faire simple. Ces trois grands périls, en termes de risque ou de résultats, ça revient à peu près au même. Ça va toucher les frais de soins, les frais de santé, l'ITT, la mortalité. La différence entre les 3, c'est l'horizon temporel sur lequel on va pouvoir mesurer les impacts. Et on oscille entre le moyen et le long terme. Et maintenant, si on se concentre un peu plus sur la pollution de l'air et l'assurance de personnes, alors si on reprend la définition donnée par l'OMS, donc c'est la contamination de l'environnement intérieur ou extérieur par tout agent chimique, physique ou biologique qui va modifier les caractéristiques naturelles de l'atmosphère. Donc il y a une probabilité que cette salle soit elle aussi un petit peu polluée, a priori. Au niveau de la pollution de l'air, c'est quand même responsable de presque 50 000 décès en France par an. C'est 9% de la mortalité annuelle. Et toujours selon l'OMS, 92% de la population mondiale y est exposée. Si on focalise encore un peu plus maintenant sur la partie assurantielle, on voit que ça va toucher les branches ou les garanties accidents, maladies, vie, décès, sur les contrats d'assurance vie ou de santé prévoyance. Et en termes de dérive de sinistralité, on va dire ça comme ça, on va trouver ça en termes d'impact. On va avoir des impacts également sur le BE via les perturbations des tables de mortalité. C'est un peu tout le sujet de notre présentation ici. Et enfin, ça va avoir des impacts sur le bilan ou des impacts sur la solvabilité. La problématique qu'on présente aujourd'hui, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir appréhender de manière prospective l'impact de la pollution en assurance de personnes en tirant le trait le plus loin que l'on a pu, donc avec comme vous le verrez à la fin, un cas illustratif sur la partie réassurance vie. Je vais donc laisser la parole à Baptiste qui va vous présenter notre approche technique et les premiers grands résultats. Merci Yann. Donc je vais poursuivre du coup sur l'approche technique qui a été réalisée pour le compte de cette étude.
On va davantage détailler du coup, dans un premier temps, la construction d'un module exposition. Mais avant de rentrer en profondeur du coup sur l'étude technique, je vous propose du coup de vous présenter les grands objectifs des travaux qui ont été réalisés, qui peuvent se présenter sous 4 grands axes. Le premier étant notamment une sorte d'état de l'art de la compréhension des effets de la pollution de l'air sur la science de personnes. Ensuite, compte tenu de cet état de l'art, nous avons poursuivi du coup sur la compréhension des retombées qui pouvaient exister sur la qualité de vie des assurés et donc par extension sur l'activité d'assurance de personnes. Ensuite, afin de pouvoir rentrer dans le détail, on a élaboré toute une approche à fine granularité qui va vous être développée par la suite pour mesurer du coup les impacts en mortalité, seul risque retenu au sein de cette étude. Et les résultats de chocs de mortalité qui vous seront présentés servent notamment à pouvoir compléter les hypothèses présentées par l'ASPER au sein de ces différents exercices pilotes climatiques. Donc pour poursuivre, je vais commencer par la présentation des données qui ont été utilisées. Donc tout le long de cette présentation, notamment sur le caractère technique de l'étude, il faudra distinguer 2 composantes. Une première composante qui touche à la démographie. Cette composante démographique est tout droit issue de la base Carouet de l'INSEE. Donc cette base, c'est une grille régulière de carrés de surface unitaire de 1 km². Donc là, dit comme ça, c'est un peu compliqué à visualiser. Donc imaginez une carte de la France sur laquelle on vient imposer une grille avec des carreaux réguliers d'1 km sur 1 km. Donc ça nous donne pas moins de 370 000 carreaux en France métropolitaine, tous imputés avec des données de l'INSEE, des données démographiques, notamment avec le nombre de personnes par pixel, également avec la distinction par tranche d'âge. Et également, ces pixels sont imputés de d'autres données que j'appellerais socio-économiques, notamment avec le type de le revenu, le niveau de pauvreté, etc. Pour la seconde composante des données, c'est le support, en fait, ce qu'on peut appeler le support de risque, le facteur de risque, pardon. Donc celui-ci est issu de la base Géodaire. Concrètement, la base Géodaire, c'est la base nationale des relevés de stations de mesure de pollution. Donc on a extrait sur cette base pas moins de 550 stations de mesure. 4 grands polluants ont été retenus dans l'étude. Les particules fines, donc PM2.5 et PM10, l'ozone pour O3 et le dioxyde d'azote NO2. La totalité de la profondeur historique disponible a été extraite, c'est-à-dire les années 2013 à 2022. Un certain nombre de retraitements ont dû être appliqués sur cette base de données, notamment la suppression des stations qui comportaient des profondeurs temporelles insuffisantes. Et également, il y a eu un retraitement, donc les données qui sont issues de cette base de données, c'est des mesures de concentration annuelles. En revanche, du coup, pour l'ozone, c'est une extraction journalière qui a été effectuée et qui a ensuite été retraitée en SOMO35. C'est un indicateur utilisé par l'OMS pour, du coup, quantifier l'impact de ce polluant sur la santé humaine et notamment la mortalité. Donc, on constate que, du coup, on a une incohérence. En fait, on a 2 bases. On a une base qui est complète exhaustive, la base de l'INSEE, avec une représentation spatiale particulière qui constitue un carroyage. Et d'autre part, on a une base qui est du coup la base Géodaire, qui, elle, constitue un échantillon de données ponctuelles réparties sur le territoire français. Donc cette incohérence et cette asymétrie géospatiale, on va chercher à la combler. Pour ce faire, j'introduis le concept d'interpolation spatiale. Concrètement, l'interpolation spatiale, c'est la technique qui vient nous permettre, à partir de nos points échantillonnés, d'estimer la valeur de la concentration de polluants en tout point, en tout pixel de notre base carroyée présentée précédemment. Donc les données échantillons sont celles de la base Géodaire, comme j'ai pu vous l'énoncer auparavant. Et donc, pour réaliser de l'interpolation spatiale, il y a un certain nombre de modèles qui peuvent être utilisés, notamment des modèles déterministes qui ont été à l'étude. On peut notamment citer l'inverse de la distance pondérée, les splines ou encore le plus proche voisin. Cependant, ces modèles n'ont pas la particularité de pouvoir prendre en compte la structure spatiale du phénomène continu qu'on souhaite estimer en tout point de la zone étudiée. Donc, pour cette raison, on a choisi de se rapatrier du coup sur des modèles géostatistiques qui sont des modèles stochastiques.
Et plus largement, en fait, ces modèles sont très largement utilisés. C'est d'ailleurs avec ce type de modèle que vous avez vos bulletins météo tous les matins. Pour calibrer, pour calibrer ce type de modèle, on doit passer par une analyse variographique qui, en quelque sorte, il faut rentrer dans les données pour construire un variogramme. Et cette tâche, nous avons choisi de la déléguer à un modèle de machine learning, notamment avec une approche d'apprentissage automatisé, et notamment un grid search, et notamment pour gagner en temps et en précision. Donc, à l'issue de l'étape précédente, on a déroulé sur notre étape de machine learning. On est alors en mesure d'obtenir, pour chacun des polluants qui sont projetés juste ici, un modèle optimal. Afin de valider ces modèles, on procède en 2 étapes. D'abord, on introduit des métriques. Ces métriques vous sont présentées du coup dans cette table. Concrètement, on constate qu'on a une situation un petit peu de surapprentissage, notamment ce qui est dû au biais qui est bas et une variance qui a un petit peu tendance à décoller. Cette situation de surapprentissage est notamment due à la stratégie de cross-validation qui a été retenue, enfin validation croisée. C'est une validation croisée type Lee one out. Et en revanche, quand on vient comparer chacun de nos modèles entre eux, on constate que le modèle de Sumo 35 surperforme par rapport aux autres, notamment avec ces métriques d'erreur qui sont relativement basses et les métriques de R carré et de corrélation qui s'approchent de la valeur de 1. En guise de seconde validation, et en guise également de synthèse de la méthodologie qui vous est proposée jusqu'ici, on rappelle du coup que on a la base géodaire, on vient extraire notre support de risque à une résolution spatiale, donc c'est des points localisés. On vient appliquer notre modèle optimal d'interpolation spatiale, on obtient la seconde carte qui vous est proposée. Et afin de valider la représentation spatiale, on appelle des données qui sont externes, notamment ici de l'INERIS. Et on constate que sur les 2 cartes, les 2 dernières cartes, on a quand même une représentation spatiale qui est assez bien respectée. Donc maintenant qu'on a construit ce module d'exposition, on se trouvait en situation historique. Or, notre étude se veut prospective. On va donc introduire toute la construction du module prospectif. Pour ce faire, on va toujours distinguer nos 2 composantes. La composante du coup démographique, on va d'abord la faire évoluer en effectif. Pour ce faire, on fait appel au scénario central de l'INSEE. Scénario central de l'INSEE, qui nous fournit des coefficients d'évolution de la population. Et sous l'hypothèse que chaque pixel, donc chaque carreau de la base carroyée, évolue selon le département auquel il appartient, on est alors en mesure de projeter notre population en effectif. Ensuite, il faut également faire évoluer notre base démographique en âge, notamment parce que du coup, les effets de la population n'ont pas forcément les mêmes impacts selon notre âge. Et donc pour ce faire, sur la même hypothèse d'évolution du carreau en fonction du département auquel il appartient, on a extrapolé à partir de structures d'âge des années 2018 et 2070 des coefficients de variation des tranches d'âge annuelles qu'on est venu appliquer. Désormais, nous sommes en mesure de pouvoir faire évoluer notre base démographique en âge et en effectif. Ensuite, il faut qu'on fasse évoluer notre deuxième composante, la composante du coup facteur de risque. Pour ce faire, on introduit l'utilisation de variables exogènes. Ce sont des variables qui ont été utilisées afin de pouvoir expliquer et qui représentent au mieux l'historique des données de concentration moyenne annuelle. Pour ce faire, on a trouvé via des études de causalité-corrélation notamment que pour le cocktail, ce que j'appelle le cocktail, c'est les PM2.5, PM10 et dioxyde d'azote. Ce sont les données nationales d'émissions françaises qui sont davantage représentatives et qui serviront de variables exogènes pour notre projection. Pour le cas de l'ozone, c'est un polluant qui est un petit peu particulier parce qu'il se forme en fonction de conditions particulières dans l'environnement, notamment en période de forte chaleur. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi de l'indexer du coup sur les données de température moyenne annuelle. Une fois qu'on a trouvé nos variables exogènes, on est venu extraire les scénarios qui sont représentatifs de ces données exogènes. Et la méthodologie est la suivante. On prend une valeur du scénario, une valeur prospective que l'on vient diviser par la valeur moyennisée historique. Et ça nous donne un coefficient à appliquer à la valeur moyenne de nos stations de pollution. J'espère que je suis clair.
Donc ce type d'approche nous permet nous impose un certain nombre d'hypothèses, donc notamment le fait qu'on néglige la pollution transfrontalière, donc la pollution qui peut être issue des autres pays européens ou mondiaux, et on néglige et on suppose également que le comportement historique est représentatif du futur. On introduit maintenant désormais les scénarios désormais classiques, scénarios climatiques. On compte les scénarios RCP, donc des scénarios qui traduisent le forçage radiatif mondial en hausse des températures moyennes annuelles. Et il y a également, pour ce type de scénario, des scénarios SSP qui sont issus de la 6e génération du GIEC, donc les derniers scénarios actuellement, qui reprennent les travaux des RCP, mais qui introduisent également une composante socio-économique. Ces scénarios et les hausses de température moyenne annuelles en France cette fois-ci sont projetés sur le graphe qui vous est projeté. En guise de synthèse, du coup, parce que j'ai pas envie de vous perdre, d'un côté, on est en mesure maintenant de pouvoir faire évoluer notre base démographique et de l'autre côté, notre base support de risque. Maintenant, on a deux bases qui sont projetées sur la même représentation spatiale. On est alors en mesure de pouvoir joindre en tout pixel de la base Carroyer une composante démographique et une composante facteur de risque via une jointure spatiale notamment. Maintenant qu'on a vu du coup toute la construction de ce module exposition, ce module prospectif également, on vient introduire du coup la quantification du support de risque, donc à savoir quels sont les effets sur le risque mortalité. Pour ce faire, je suis obligé de vous introduire un certain nombre de concepts mathématiques. Ces derniers sont issus d'une méthodologie qui est proposée par l'OMS au sein de son outil RQ+, un outil open data, qui permet du coup de lier une concentration de population, une concentration de pollution, une population et des effets sur un indicateur de santé. Notre indicateur de santé étant la mortalité. Donc à partir de cet outil qui a été réimplémenté pour des contraintes opérationnelles sous Python, on est en mesure de calculer le risque relatif, la part attribuable et le nombre de cas attribuables. En quelque sorte, le nombre de cas attribuables, c'est le nombre de morts qu'on pourrait éviter si on venait à supprimer les niveaux de concentration qui sont relevés. De ce nombre de cas attribuables, on est alors en mesure d'obtenir les facteurs additionnels qui sont les résultats finaux de notre étude. Ces facteurs additionnels, c'est simplement une soustraction entre le nombre de cas attribuables en situation projetée par rapport à une situation baseline qu'on vient rapporter par rapport à la population exposée. On obtient ainsi des résultats de choc additionnels qui sont proposés dans les tables suivantes. Deux tables, une première qui concerne tous les âges et une seconde qui concerne les âges de plus de 65 ans. Tous les scénarios climatiques ont été implémentés et on constate en termes d'interprétation que plus l'horizon s'allonge, plus notre choc en mortalité est amené à augmenter. Au même titre, cette même tendance peut être également observée compte tenu de la sévérité des scénarios climatiques. Donc plus le scénario est adverse en termes de hausse de climat, plus nos chocs sont naturellement amenés à augmenter. Maintenant, les tables qui sont proposées précédemment viennent un petit peu recopier, si je puis le dire comme ça, les résultats qui ont été obtenus par la CPR. Or, l'avantage d'avoir développé toute une méthodologie à fine granularité, aussi fine que le kilomètre carré, c'est de pouvoir s'en servir comme levier du résultat. Ce que j'entends par là, c'est qu'on est alors en mesure de pouvoir réaliser des données comme il est projeté du coup sur cette slide, mais on est également en mesure de pouvoir s'affranchir de toute notre contrainte administrative, notamment en pouvant récupérer le choc représentatif pour un portefeuille assuré géolocalisé. Je vais maintenant laisser la parole à Paul pour la suite. Merci Baptiste. Donc pour construire ces applications en réassurance et ces cas illustratifs, on a principalement repris les résultats des travaux de Yann et de Baptiste afin de construire des cas pratiques simples et bien illustratifs. Tout d'abord, on est parti d'une table de mortalité. On a retenu la table de mortalité INSEE pour éviter de travailler avec des tables de mortalité qui prenaient l'hypothèse que l'espérance de vie allait augmenter ou, à contrario, la TFTH 002 qui intègre une espérance de vie passée, donc plutôt
une espérance de vie passée, oui, donc plutôt prudente. On a retenu l'INSEE 2016 qui présente une espérance de vie aujourd'hui à 82 ans. Et on a appliqué les chocs obtenus par Yann et Baptiste sur la base du scénario RCP 4.5. C'est un peu un scénario majorant dans ceux qui sont présentés et ça permettait de lire des résultats qui se voulaient majorants de la situation que l'on va pouvoir observer à l'horizon 2030, 2040 puis 2050. Ces tables de mortalité, l'écart entre ces tables de mortalité peut être présenté selon 3 courbes et ce que l'on fait en réassurance vie, c'est qu'on va vouloir venir céder, réassurer des chocs, de la volatilité. Et à travers ces impacts sur les tables, on peut déduire par différence la surmortalité engendrée par les chocs calculés et cette surmortalité liée à la pollution de l'air. Ce qu'on remarque sur ces 3 courbes, c'est tout d'abord une augmentation de la surmortalité par âge jusqu'à un maximum de 70 ans. 70 ans, puis après, la mortalité naturelle redevient le premier précurseur, le premier responsable de mortalité. C'est pour ça que ces écarts diminuent. Pour vous donner un peu de contexte, nous, on utilise des modèles de surmortalité chez E.ON, en particulier pour évaluer, calibrer les couvertures de surmortalité, les stop-loss mortalité. Et une surmortalité de 9000 personnes correspond environ à un événement qui a une période de retour d'environ 1 tous les 30 ans. Donc ce qu'il faut voir, à l'horizon 2050, potentiellement, on pourrait avoir des événements qui ont une période de retour d'1 tous les 30 ans, tous les ans. Assez trivialement, les impacts, et Yann en a parlé en préambule, on aura des impacts aujourd'hui sur l'arrêt de travail. En particulier, sur la pollution de l'air, on est plus sujet à l'asthme, on est plus sujet au désagrément. L'INSEE, d'ailleurs, publie des statistiques sur des épisodes de pollution de l'air qui ont lieu en région parisienne et présente la hausse des admissions à la Pitié-Salpêtrière et la hausse de la mortalité à la Pitié-Salpêtrière lors de ces épisodes. Donc c'est des événements qui ont déjà lieu. La hausse des frais de soins, puisque les consultations, les hospitalisations vont être mises sous tension. Les engagements en cas de vie, la surmortalité devrait générer des gains. Et ce qu'on a voulu illustrer aujourd'hui, c'est sur les engagements en cas de décès, voir 2 exemples un peu académiques d'une temporaire d'essai et d'une vie entière pour essayer d'illustrer, de chiffrer des impacts de ce que pourrait donner un scénario à l'horizon 2050 sur ces garanties-là. La première garantie, c'est la vie entière. Yann, s'il te plaît. Hop. Merci. Sur la vie entière, on a mesuré une valeur actuelle probable pour 1 euro versé au décès avec un taux technique de 1%, sur la base INSEE et la base INSEE intégrant le choc RCP 4.5. Et on a des écarts qui sont relativement contenus. Quel que soit l'âge de l'assuré. Ces écarts contenus ils sont principalement liés au fait qu'après 70 ans, ce qu'on a vu, c'est que l'écart par rapport à la table de référence, la mortalité naturelle, redevient prédominante par rapport à la mortalité liée explicitement à la pollution de l'air. Et c'est ça qui fait que dans le temps, on a un effet mutualisateur. En revanche, lorsque l'on présente les impacts sur une temporaire d'essai 1 an, donc ici, on a repris un portefeuille d'actifs un portefeuille d'actifs en 2023 sur lequel on a pris la table INSEE, on a mesuré le best estimate d'une temporaire d'essai 1 an sur ce portefeuille. Et ce qu'on voit à travers le temps, c'est naturellement la dérive, le drift de ces belles. Mais en particulier, on a aussi un aplatissement des densités des belles qui sous-tend une augmentation de la volatilité. Et le besoin de réassurance peut en particulier apparaître ici. Donc, on voulait insister sur le fait qu'en fonction des zones sur lesquelles les événements, la pollution, les épisodes de pollution sont les plus forts, ce sera potentiellement dans les villes. Dans les villes, on a plus de monde, plus de personnes âgées et potentiellement des personnes aussi mieux couvertes.
Donc, pour couvrir ces phénomènes par la réassurance, aujourd'hui, il existe plusieurs dispositifs. Vous les connaissez certainement très très bien, mais tous ces dispositifs peuvent répondre parfaitement aux problématiques qui ont été soulevées aujourd'hui. En particulier, dans les dispositifs proportionnels, on peut aujourd'hui faire financer des mises à jour de bases techniques, faire financer du support et de la gestion, un pilotage de ces nouveaux risques et anticiper les événements que l'on a décrits. La quote-part est également un moyen aujourd'hui efficace et simple d'économiser du capital. Aujourd'hui, si vous voulez diversifier, augmenter les effets de diversification, la quote-part, c'est le premier dispositif sur lequel on peut avoir recours. Et les dispositifs non proportionnels, bien sûr, avec les hausses de fréquence, veiller à ce que les calibrages des couvertures tête soient les plus adaptés possibles. La définition des événements, on a parlé de la mortalité de la pollution de l'air, mais demain, il faudra peut-être parler d'événements comme les vagues de chaleur. Donc ça aussi, ce sont des événements inédits qui vont peut-être être à caractériser dans les traités de réassurance. Et bien entendu, la mortalité extrême qui restera un élément à surveiller. Et à recalibrer extrêmement souvent à ces horizons-là. Donc nous allons conclure notre présentation. Comme vous avez pu le voir, le modèle a été quand même poussé assez loin en termes de projection de population, en termes de prise en compte de différents polluants. Comme on l'a dit un petit peu au début, le changement climatique, c'est pas une nouveauté ici. La prise en compte pour le monde de l'assurance du changement climatique, c'est pas une nouveauté non plus, mais ça devient quelque chose qui est de plus en plus regardé, de plus en plus observé, étudié. Et il nous a semblé important de pouvoir mettre en place un modèle sur l'assurance de personnes, ce qui est un petit peu moins développé qu'en assurance vie. On a tous vu des modèles climatiques sur les tempêtes, les inondations, les sécheresses. Donc ce modèle lié à la pollution en assurance de personnes, pour nous, il était assez important à mettre en place parce qu'il nous permet ensuite de pouvoir tirer loin et décliner cette étude sur d'autres aspects. On peut décliner l'étude sur une partie tarification avec le zonier pour voir quelles sont les zones où il y a le plus d'exposition aux polluants. On peut le décliner sur un impact BE, comme on vient de le voir, sur une structure de réassurance qu'on pourrait un peu mieux adapter en fonction de la prise en compte ou non du changement climatique sur un horizon de temps plus ou moins important. Évidemment, cette étude, elle permet de se décliner et d'être réutilisée ou réutilisable dans le cadre d'un ORSA climatique, ce qui là aussi est quelque chose qui est demandé et surveillé par le régulateur. Donc voilà, côté Optimind et On, ça nous a semblé être extrêmement important de pouvoir développer un modèle tel que celui-ci. Il a été développé donc par Baptiste dans le cadre de son mémoire. Il y a différents aspects qui sont encore à optimiser. Il l'a mentionné un petit peu plus tôt, mais on ne parle ici que de certains polluants, mais on n'a pas pris en compte un effet cocktail de plusieurs polluants en même temps, d'un effet cumulé. On pourrait encore une fois s'améliorer sur la partie spatialisation, géolocalisation et autres, et bien évidemment sur les différents impacts des polluants sur la mortalité, les frais de santé, les entrées et les sorties d'État liées à la pollution, aux vagues de chaleur et autres. Donc c'est une excellente base de modélisation. C'est un modèle qu'on pense être plutôt robuste et qui peut se décliner encore une fois, et qui peut être adapté à différents types de portefeuilles pour aller mesurer différents types d'effets sur de la tarification, du BE ou de l'ORSA climatique.
Merci Anne. Bon, en complément par rapport à la réassurance, voilà, l'idée de tous ces éléments, de toute cette matière, c'est aussi de venir faire de la prévention, essayer d'anticiper un maximum ce qui peut venir dans les années à venir. Alors ici, on a laissé en dernier point une idée. L'idée, c'est que la réassurance, c'est un moyen de financer des choses, c'est un moyen de céder des risques, mais c'est aussi un moyen de faire. Et à travers un fonds de stabilité, aujourd'hui, en réassurance, on peut venir capturer de la richesse. De la richesse aujourd'hui pour venir la dédier à ces effets-là demain. C'est quelque chose de très important pour éviter de subir la baisse de sa capacité à financer les risques, donc d'éroder ses fonds propres. On peut venir aujourd'hui sécuriser ces éléments à travers la réassurance. Un stop-loss mortalité aujourd'hui, ça commence à coûter moins cher qu'un TSDI. Donc c'est des éléments, on a des solutions pour venir couvrir, mais aussi anticiper ce qui est à venir. Est-ce que vous avez des questions ? Tous ceux qui veulent poser une question, je vous invite à lever la main. Donc tout d'abord, merci parce que c'était un exposé très intéressant et bravo à vous trois. Et voilà. J'avais une première question, c'était sur l'hypothèse qui était faite quand vous disiez que vous ne tenez pas compte des points exfrontaliers. Enfin voilà, est-ce que pour vous c'est une hypothèse, on va dire une petite hypothèse qui déclenche des biais assez faibles ou au contraire, bah non, ça pourrait être important. Ça, c'est une première question. Vous permettez, non ? Je peux enchaîner sur les suivantes, toi. Oui. Page 19, j'avoue, mais bon, ça, je relirai le document, je pense qu'il sera à disposition. Je n'ai pas bien compris la différence entre le PP et le DX, enfin, le PPA en haut à droite et le DX en bas à gauche. Bon, mais j'ai lu rapidement, hein, mais voilà, j'ai cru lire la même phrase, mais il y a deux mots qui doivent m'échapper, mais ça, c'est pas grave. Et puis, troisièmement, j'ai bien compris que votre exposé a une importance extrême sur la réassurance, mais est-ce que vous conseillez également aux assureurs de s'adapter ? Je vais commencer par la fin, ce sera plus simple. Alors oui, effectivement, on s'est concentré sur la réassurance, mais tout ce qui arrive en réassurance, c'est d'abord toucher en assurance. Donc effectivement, il y a... on encourage fortement les assureurs à s'adapter, à trouver des moyens d'atténuation, notamment de prévention aussi. Et ensuite, comme l'a dit Paul, la réassurance peut intervenir sur des cas un peu plus extrêmes pour lisser le résultat, ce qui est un peu son rôle premier, mais aussi pour limiter l'impact sur les fonds propres. Donc vous avez d'un côté une action de prévention, d'atténuation côté assureur pour contenir au mieux les pics de pollution, j'ai envie de dire, et ensuite en cas de réalisation de ces grands pics de pollution qui peuvent toucher la pollution, mais la pollution peut toucher la pollution, donc on peut avoir des impacts de pollution, mais également dans le cas de l'ozone, ça va être les vagues de chaleur. Donc c'est la multiplication de ces impacts-là, et là la réassurance peut intervenir pour lisser les résultats et donner un peu plus de capacité de souscription et des choses comme ça, et justement de financer potentiellement la prévention le cas échéant. Du coup, je vais poursuivre sur les deux premières questions. La première question concernait du coup la pollution transfrontalière. Donc, c'est une hypothèse qui a été prise dans la réalisation de cette étude, notamment compte tenu de la maille temporelle qui a été retenue. La maille temporelle qui était du coup une maille annuelle. C'était avant tout un choix de modélisation parce que sinon ça allait forcément imputer des coûts modélisatoires exponentiels. Donc c'est ce type d'hypothèse qui a été pris. Cependant, on peut se questionner sur cette hypothèse. On sait aujourd'hui que nos voisins allemands ont repris les usines à charbon et c'est parfois des vagues de pollution qui viennent sur notre territoire, notamment sur les territoires frontaliers. Pour la seconde question, du coup, concernant cette slide,
En fait, le risque, vous n'avez pas compris la différence entre le risque relatif et la part attribuable, c'est ça? Ouais, c'est ça, le nombre de cas attribuables et la part attribuable. Enfin, En fait, que la réponse est dans la question. D'accord, non, pas de souci. La part attribuable, en fait, c'est par exemple sur un quotient de mortalité, on va avoir du coup un nombre de morts et cette mesure de part attribuable, c'est le pourcentage du nombre de cas qui ont été touchés que l'on peut assigner à la pollution de l'air. En revanche, du coup, le nombre de cas attribuables, on vient introduire la dimension population. Je ne sais pas si je suis clair. Mais oui, en vous écoutant et en relisant, maintenant c'est clair. C'est ça que je passe un petit peu vite dessus, mais c'est à peu près des concepts similaires. Non, un grand merci à vous en tout cas. Merci pour la présentation. J'ai aussi une question. Dans les modèles que vous avez calibrés là, pour prédire les polluants, là, vous avez fait un modèle par polluant, c'est ça ou... Du coup, en fait, c'est un modèle stochastique qui a été utilisé. C'est un modèle qui s'appelle le CRIGAGE. Et oui, du coup, chaque polluant a bénéficié du calibrage d'un modèle optimal qui a ensuite été utilisé pour son application et son interpolation spatiale propre. Parce que du coup, toutes les stations, les 550 stations, elles ne sont pas forcément toutes en capacité de pouvoir mesurer chacun des polluants qui ont été étudiés. Donc, et étant donné que du coup, le modèle prend en compte ce caractère spatial, chaque polluant a bénéficié du coup de son propre calibrage et donc de ses paramètres optimaux pour ensuite être déployés dans l'étude. Okay. Donc, je me posais la question justement parce que comme vous aviez dit qu'effectivement les polluants pouvaient être corrélés entre eux, je me posais la question de savoir si on n'aurait pas pu imaginer un modèle où on pourrait prédire, disons, tous les différents polluants dans le même modèle, quoi, qui permettrait de prendre en compte l'interaction, mais si c'est pas possible, effectivement. À ce propos, c'est une question qu'on s'est posée, c'est une question très intéressante, parce que en fait, aujourd'hui, il n'y a pas assez de documentation sur du coup les effets croisés des polluants entre eux. Donc, on a choisi et on a fait cette hypothèse un peu forte d'étudier chacun de ces polluants de manière indépendante. Ouais, ok, merci. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que vous avez pris en considération la différence urbain-rural? Il me semble qu'en analyse hypothèse du stress test climatique de la CPR, il y a des pics au niveau des métropoles. Est-ce que vous l'avez pris en considération? Quelles seraient les pistes pour l'intégrer? Du coup, dans les hypothèses de la CPR qui sont proposées, c'est en effet un choc qui est proposé donc, au même titre que l'étape que tu peux peut-être représenter, donc avec différents horizons et la distinction du coup de mémoire, c'était selon différents scénarios. Non, eux ils traitent selon aussi de la mortalité, de la santé et des arrêts de travail. Nous on a focalisé du coup sur la mortalité. Et donc on a essayé un petit peu de recopier les résultats pour voir dans quelle mesure l'approche était cohérente en termes de résultats. Mais l'avantage en fait de pouvoir avoir développé toute cette modélisation à fine granularité, c'est de pouvoir bénéficier de cette fine granularité et de s'affranchir en fait des chocs qui sont uniquement proposés dans le cadre de la CPR et de ces exercices climatiques dans les grandes métropoles en France. En effet, pour le cas de la CPR, ces hypothèses déclinent la population rurale. Or, l'ozone est un polluant qui peut très facilement avoir des fortes concentrations en milieu rural. Je ne sais pas si je réponds de manière clairement à votre question. Oui. C'est juste que dans les cartes, en fait, je vois que c'est linéaire. En fait, il n'y a pas une différence. Par exemple, on pourrait imaginer que région parisienne ou que Grenoble, il y a des pics. C'est beaucoup plus important. En fait, je m'attends à avoir des zones en rouge. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas. Ouais. En fait, là, les chocs qui sont proposés, du coup, c'est simplement à l'échelle nationale. C'est donc agrégé. Donc, on n'a pas fait de recherche et de résultats, mais c'est tout à fait intéressant. On devrait d'ailleurs proposer ces chocs en distinction milieu rural et milieu urbain, ce qui, de mémoire, est en effet fait par la CPR. Merci. Y a-t-il encore des questions? On dirait pas, donc je vous invite à applaudir chaleureusement nos conférenciers.